Atlas historique français, le territoire de la France et de quelques pays voisins. L'auteur, historien universitaire et archiviste, Robert Favreau, fut directeur des archives départementales de Maine-et-Loire de 1964 à 1969, avant d'être nommé à l'université de Poitiers, chargé de l'enseignement de l'épigraphie médiévale. Il participa au développement du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Les travaux préparatoires à l'élaboration de l'Atlas de l'Anjou commencèrent donc presque 10 ans avant sa publication. Pour mener à bien cette tâche, Robert Favreau sut s'entourer de collaborateurs, principalement historiens et spécialistes de l'histoire locale. Ce travail aboutit donc à la publication d'un atlas composé en 2 volumes. La cartographie est d'une excellente lisibilité. Il en est de même pour les légendes. Les planches du premier volume sont détachables de l'ouvrage. Les commentaires, très complets par la qualité de leurs auteurs, sont rédigés de manière à satisfaire tout l'électorat, de l'érudit au simple amateur ou curieux, et l'ensemble constitue une base essentielle pour satisfaire tous ceux intéressés par l'histoire de l'Anjou. Vue d'ensemble sur l'histoire de l'Anjou. Le seul nom d'Anjou évoque aussitôt l'harmonie paisible d'une heureuse province, image typique d'une douce France que Clémenceau disait y être plus France qu'ailleurs. Mais douceur n'est point mollesse, et les efforts présents des Angevins pour tenir rang dans le monde moderne répondent à tout un passé de lutte, de travail et d'action. Étonnant destin, en vérité, que ce rayonnement, ce rôle historique et cette originalité d'une province de modeste étendue à vocation agricole, située à l'écart des grands axes traditionnels des relations européennes et que la géographie ne définit pas nettement. Mouvant comme son ciel et comme son fleuve, l'espace angevin est en effet difficile à cerner. Notice sur les végétaux les plus intéressants du Jardin des plantes. Il s'agit d'une liste sélective des meilleures plantes disponibles au Jardin des plantes d'Angers en 1810. L'auteur raconte et décrit les arbres, leur histoire et explique pourquoi il les a sélectionnés. Je suis passionné par l'histoire des jardins et j'aime beaucoup le Jardin des plantes à Angers. Je trouve aussi que le livre est très beau. J'aime le petit format. Ce livre est intéressant car grâce à lui, nous savons quelles plantes sont installées dans le Jardin des plantes en 1810 et on peut donc comparer avec celles d'aujourd'hui, 2 siècles plus tard. L'intérêt historique est réel. Avertissement. La notice que j'offre au public renferme la plus grande partie des arbres et arbrisseaux que l'on peut cultiver avec avantage sur le sol du département de Maine-et-Loire. Elle contient aussi les plantes vénéneuses que j'ai soigneusement signalées afin de prévenir les accidents. Les plantes médicinales dont j'ai indiqué des principales propriétés, celles qui servent ou qui peuvent servir à l'ornement, enfin, celles qui présentent des phénomènes intéressants ou qui se rattachent à l'histoire ou à la fable. J'ai cru devoir y introduire quelques végétaux très connus, de préférence à d'autres, qui souvent n'ont d'autre avantage que de grossir les herbiers des botanistes. De nombreuses occupations et surtout une indisposition grave m'auraient empêché d'enrichir cette notice de l'historique du jardin si M. Pavine avait bien voulu se charger de ce travail. Souvenir de l'inondation de Maine-et-Loire. L'ouvrage vaut pour son iconographie. Ses gravures sont magnifiques et très détaillées. Souvenir de l'inondation de Maine-et-Loire, juin 1856. Durant la plus grande partie de l'hiver de 1855 à 1856, la Loire et ses affluents avaient conservé un niveau élevé. Mais vers le milieu du mois de mai,
une crue extraordinaire s'était fait sentir et avait répandu des inquiétudes parmi les populations riveraines. Toutefois, après avoir atteint son maximum le 15 mai, elle perdait peu à peu sa force. Tout faisait espérer qu'il n'y avait plus rien à redouter. Les levées avaient bien résisté, or une seule dans le département d'Indre-et-Loire. Une rupture s'était déclarée le 16 mai à la chapelle en face du château d'Ussé. De prompts travaux comblèrent la rupture et évitèrent des malheurs. Avec l'abaissement des eaux, l'espoir renaissait. On commençait à oublier cette alerte lorsque tout à coup, une dépêche télégraphique vint jeter l'alarme dans notre pays. Le 30 mai, le préfet de la Nièvre annonce une nouvelle crue due à la quantité de pluie tombée depuis plusieurs jours. À Roanne, la Loire a cru de 1,60 m en une seule nuit. Une nouvelle dépêche du même magistrat est effrayante. Elle est du 1er juin. L'eau atteint presque le niveau de 1846 dans la Haute-Loire. Des ponts ont été emportés. Le service du chemin de fer est interrompu. Aussitôt, toutes les mesures sont prises par le préfet de Maine-et-Loire pour lutter contre le débordement, ou du moins pour en atténuer les effets. Les populations riveraines sont averties de se tenir sur leur garde. Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées sont envoyés sur les points où l'on peut craindre l'invasion des eaux. Des ouvriers sont mis en réquisition pour renforcer les parties faibles des levées ou pour élever des banquettes aux endroits les plus bas. Partout, les maires, les curés, les habitants influents unissent leurs efforts, préviennent ceux qui paraissent le plus menacés et se préparent à soutenir la lutte. Le 2 juin, le Cher déborde, dépasse les levées, inonde Tours et les plaines environnantes. Le même jour, la Loire rompt la ligne du chemin de fer de Tours à Nantes à Savenières. Le télégraphe électrique ne fonctionne plus au-delà de Saumur. Les nouvelles les plus désolantes arrivent du haut de la Loire. Plusieurs levées sont rompues entre Orléans et Tours. Le Val de la Loire est couvert d'eau. Orléans, comme Tours, est inondé. En Maine-et-Loire, toutes les levées tiennent bon. Malgré l'énorme élévation du fleuve, on espère sauver les vallées. Le courage redouble à mesure que les dépêches sont plus alarmantes. Chacun est à son poste et travaille avec ardeur. On sent qu'il y a dans tous les cœurs une étincelle de ce sublime dévouement qui éclatera bientôt et produira tant de nobles traits, dont la plupart ne seront connus que de leurs auteurs et des malheureux qui auront été arrachés à une mort certaine. Dans le lit de la Loire, l'eau s'élève toujours. Dès le 3 juin, elle avait atteint à Saumur la hauteur de 1843, 6,70 m. Il est impossible de peindre l'inquiétude qui agitait la population de cette ville. Les rumeurs les plus exagérées circulaient dans la foule et étaient accueillies avec autant plus d'avidité qu'elles étaient plus alarmantes. L'école de cavalerie avait été évacuée et les élèves avaient été envoyés par détachement à Longuet, à Beaufort et à Baugé. Mercredi 4 juin, vers 7 h du matin, la Loire marquait 6,80 m d'élévation. Tout à coup, l'eau se précipite et gagne les bas quartiers de la ville. Bientôt, elle forme un vaste lac traversé par des courants torrentiels.